Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir à l'Université l'économiste Christian Depertuis. Il a été nommé professeur associé à l'Université Paris-Dauphine en 1999. À partir de 2003, il a réorienté son activité sur les questions climatiques. Tout d'abord à la Caisse des dépôts, où il a dirigé la mission climat, puis à Paris-Dauphine, où il a fondé la chaire énergie du climat. Ses travaux sur la tarification carbone font référence et il a conduit différentes missions pour les pouvoirs publics, dont la présidence du comité pour la fiscalité écologique. Christian a une œuvre déjà riche puisqu'il a publié 12 livres, dont 3 en français et en anglais. Ses 3 derniers ouvrages sont Le tic-tac de l'horloge climatique, Covid-19 et réchauffement climatique, et le dernier est sorti en 2021, Il voulait refroidir la Terre, un roman policier sur les enjeux de la géo-ingénierie. Alors malheureusement, on ne parlera pas de roman policier aujourd'hui, mais on parlera des 3 balises pour visiter la neutralité climat, autrement dit l'abondance, la rareté et l'équité. Et plus largement, nous parlerons des 2 jambes de l'action climatique. D'un côté, la transition énergétique et de l'autre, la transition agroécologique. Christian, c'est à vous pour 40 minutes et on essaiera de garder 10 à 15 minutes pour les questions de la salle après. Merci à tous et merci Christian. Bien, mais merci beaucoup. Je suis ravi de partager ces moments avec les shifters, comme on dit. Voilà. J'ai été très sensible à votre invitation, si vous voulez, parce que je me suis dit, bon, t'es peut-être pas encore encardé du côté des pièces historiques qui ont milité pour le climat, puisque quand j'ai commencé l'enseignement d'économie du changement climatique en 2004 à l'Université Paris-Dauphine, vous imaginez que j'étais un électron totalement incompris de tout le monde, si vous voulez. Comme dit, mais qu'est-ce qu'il va faire, lui? Voilà. Et puis aujourd'hui, on se retrouve, le climat est devenu au centre des préoccupations. Voilà. Donc il y a 3 mots. Je ferai une présentation sans slide. Et c'est pas parce que j'ai pas de slide, mais je pense que il y a des moments où il est bon de réfléchir ensemble sans forcément passer par ces espèces de répétitions de slides qui finissent par, je pense, parfois un peu rétrécir même nos cerveaux, à supposer qu'ils aient été un peu plus larges au début. Voilà. Alors, les 3 mots, abondance. Vous voyez qu'il s'est tenu la semaine dernière, ou celle d'avant, je ne sais plus, à Marseille, une réunion sur la biodiversité, l'UICN. Bon, et là, on tire la sonnette d'alarme. Perte d'abondance. Perte d'abondance. Perte d'abondance du vivant. Et ce qui est important, je crois, alors ça m'a fait marrer, j'ai lu dans les Échos, par exemple, ils disaient, zut, dans les entreprises, déjà il fallait s'occuper du climat, maintenant on va s'occuper de la biodiversité. Bon, je pense que le journaliste avait été un peu rapide, bon, parce qu'évidemment c'est les mêmes combats. Bon. Il y a une évolution quand même très importante. L'UICN, à l'origine, c'était des gars qui voulaient bloquer les accès à la forêt tropicale pour sauver le tigre du Bengale ou le panda, etc. Et de plus en plus, on a de cette vision conservationniste qui est encore prégnante, historique, une vision beaucoup plus large que la biodiversité. C'est la biodiversité de notre quotidien, c'est les insectes, c'est toutes les petites bestioles qui sont dans notre estomac, sans lesquelles on ne peut pas fonctionner, etc. Deuxième rapport quand même important, je crois que Jean-Marc en a fait illusion ce matin, un peu toujours dans une approche un petit peu provocante, le rapport du GIEC qui est sorti le 8 août. Par parenthèse, moi j'ai fait mon premier cours en Master 2 à Dauphine cette semaine, donc j'ai commencé comme lui. Qui a lu le rapport du GIEC? Il y a à peu près les 3/4 qui ont levé la main. Je dis, bon, c'est bien, je me dis, ouais, ils font des progrès quand même. Alors je dis, bon, alors qu'est-ce que vous avez vu? Alors après, ils m'ont dit, non, on n'a pas lu le rapport du GIEC, on a lu le résumé qu'on a fait le shift. Je dis, non, la semaine prochaine, vous aurez lu le rapport, si vous voulez, parce qu'il faut vraiment aller à l'origine. Bon. Alors, le rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, là, on a une crise de l'abondance, mais le problème, ça ne vient pas de la perte d'abondance, c'est trop d'abondance. Abondance du CO2 qui s'accumule au-dessus de notre tête, et donc... on le sait, le premier émetteur de CO2, c'est l'énergie fossile. Donc, crise de la surabondance de l'énergie fossile. Bon, au passage, je fais un petit clin d'œil dans l'actualité. Vous savez qu'il y a des élections ce week-end, pas uniquement en France sur le second tour de la primaire, mais en Allemagne. Et cette semaine, dans le monde,
on avait les trois phrases finales à la fin du débat, c'est des trois candidats sur la chancellerie, et c'est marrant parce que les trois ont cité la neutralité carbone en 2045. C'est pour vous dire combien, aujourd'hui, même si les décideurs ne lisent pas le rapport du GIEC, le GIEC impacte quand même le débat public. Je pense qu'aucun des trois décideurs n'avait une claire idée de ce qu'était la neutralité carbone, mais ils auraient bien fait de venir à la conférence. Voilà. Et puis, le dernier point quand même, équité. Vous voyez qu'en ce moment, on a un problème assez urgent à court terme, c'est l'envolée du prix du gaz et de l'électricité, partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et moi, je suis frappé combien on est démunis par rapport à cette escalade du prix de l'énergie. Si on veut économiser l'énergie, basculer vers des énergies par carbone, c'est plutôt bien que les énergies fossiles se renchérissent, mais on n'est pas prêt. Parce qu'on n'a pas réglé ces problèmes d'équité. On voit bien qu'aujourd'hui, une hausse des énergies fossiles, ça impacte lourdement le contexte social. Voilà un peu, si vous voulez, les trois pôles sur lesquels on va réfléchir ensemble. Et je commencerai par vous dire deux mots peut-être de ma vision d'économiste, pardonnez-moi, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais quand même, je pense que les questions environnementales doivent complètement modifier, radicalement modifier la façon dont les économistes appréhendent la chose. Et en réalité, les économistes sont un peu comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que depuis la naissance de l'économie politique au XVIIIe siècle, on voit la nature comme étant un stock de ressources qu'on peut utiliser. Voyez-vous ? Et depuis le début de l'économie politique, la crainte, c'est qu'on manque. C'est la crainte de la rareté, c'est la crainte du manque. Ça commence avec Malthus, avec la crainte sur la rareté des terres agricoles. Ça continue avec Ricardo, ça continue avec Jevons, qui a peur de la pénurie de charbon. Puis encore avec le club de Rome, 150 ans après, c'est toujours cette crainte de la rareté. La nature est un stock, un réservoir de matière et on craint manquer. Cette vision de la nature, elle est très cartésienne. Elle est héritée de la philosophie de Descartes, une philosophie anthropocentrée où on a autour de nous une nature qui est faite... Descartes parle d'animaux-machines, comme si les animaux étaient des machines qu'on pouvait utiliser impunément. Voilà. Et dans ce débat entre économistes qui voient la nature comme ce réservoir de matière qu'on peut utiliser, eh bien, il y a des contre-feux qui disent « Mais non, rassurez-vous, la rareté ne va pas arriver parce qu'on va la dépasser, on va trouver des substituts. » Et puis, si on fait une belle fonction de production, un facteur substituable, on peut arriver à des inepties en disant on va faire une croissance infinie dans un monde fini. Vous voyez, bon. Et puis, en face, il y a des gens qui disent non, quand même. Bon, ouais. Mais là, on est dans un paradigme classique, si vous voulez, où on se représente la nature comme en gros un stock de biens, un stock de marchandises qu'on peut aller chercher dans la mer, des poissons, dans le sous-sol, des gisements de fossiles, du fer, etc., d'aluminium. En 1971, il y a un économiste prémonitoire qui s'appelle Georgescu Roegen qui vous dit « Non, attention, la nature, ce n'est pas qu'un stock dans lequel on peut prélever des matières premières. La nature, c'est aussi un ensemble de fonctions régulatrices. Et si on altère ces fonctions régulatrices, on s'expose en retour à de graves dangers. » Parce que la reproduction de la vie, eh bien, elle est définie par des tas de cycles, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, l'ozone, le climat, etc. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières planétaires, boundaries. Et si on atteint ces grandes fonctions régulatrices, à ce moment-là, on risque d'avoir des effets retours terribles. Cette vision de la nature comme étant un ensemble de fonctions régulatrices, elle est beaucoup plus en phase avec une autre représentation philosophique de la nature, qui est celle de Spinoza. Au XVIIe siècle, il y a un conflit philosophique entre Spinoza et Descartes, et c'est Spinoza qui va perdre, c'est Descartes qui va gagner. Mais Spinoza avait vraiment cette vision beaucoup plus globale de la nature qui apporte un certain nombre de fonctions régulatrices, comme ont beaucoup de représentations de la nature dans la philosophie orientale. Voilà. Et donc, pour moi, la crise climatique, elle est vraiment représentative de cette situation dans laquelle se trouvent les sociétés aujourd'hui, partout dans le monde, évidemment, confrontées
au fait que le développement de l'activité humaine a déstabilisé un certain nombre de grandes fonctions régulatrices du système Terre, du système naturel, dont le système climatique est probablement la phase la plus évidente, la plus avancée, mais on va le voir hein, dans l'exposé, la perte de la biodiversité est évidemment très directement impactée par le changement climatique. Et je pense que très rapidement, on va voir que c'est pas, comme le disait le journaliste des Échos, ah ben non, il va falloir en plus s'occuper de la biodiversité. Non, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Hein. Et on ne peut pas s'attaquer sérieusement au problème du climat sans tenir compte de la biodiversité et réciproquement. Alors, cette frontière planétaire sur le climat, là, je vais faire un tout petit rappel qui est assez basique, mais très important, qui nous est rappelé par le dernier rapport du GIEC, hein, qui est le premier tome hein, du 6e rapport d'évaluation. Qu'est-ce qui fait réchauffer la planète ? Ce n'est pas le flux annuel de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est l'accumulation du stock qui est au-dessus de nos têtes, dans l'atmosphère. On a donc un problème de stock, pas un problème de flux. C'est très différent de la lutte contre la pollution locale. Lorsque vous avez une pollution par l'ozone, par exemple, par les microparticules, maintenant dans la plupart des métropoles, hein, lorsque vous avez une pollution par l'ozone, on arrête la circulation, on ferme un certain nombre de chaudières, en 24 ou 48 heures, on fait baisser le taux d'ozone. Pour le réchauffement, on ne peut pas faire ça. Parce que le stock, il est extraordinairement inerte. Toujours beaucoup plus compliqué de s'attaquer à un stock que de s'attaquer à un flux. Hein. Bon, les économistes savent bien ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour stabiliser le réchauffement? Il faut stabiliser le stock. Et comment est-ce qu'on stabilise un stock? On stabilise un stock en égalisant le flux entrant dans le stock, nos émissions brutes de gaz à effet de serre, avec le flux sortant. Le flux sortant du stock de gaz à effet de serre, c'est pour le CO2 qui va être capté et stocké par ce qu'on appelle les puits de carbone, principalement l'océan et les forêts hein, sur la biomasse terrestre. Ces deux fonctions sont liées à la biodiversité. Et puis, pour les autres gaz à effet de serre, c'est les fins de vie. Donc le méthane, il fait 12 ans. Donc quand vous envoyez une tonne de méthane, au bout de 12 ans, elle va sortir. Si vous ramenez le niveau des émissions de méthane aux émissions d'il y a 12 ans, vous stabilisez le stock. Bon, vous voyez, donc on est vraiment sur ces problématiques-là. Et pour stabiliser le stock de gaz à effet de serre, égaliser le flux entrée et le flux sortie, eh bien, il y a deux grandes jambes, deux grands volets pour l'action climatique. Je dis juste un point en passage que j'ai oublié de vous dire. La neutralité climat, je dis bien neutralité climat, pas neutralité carbone. Souvent, on utilise le terme neutralité carbone. Ce qui fait réchauffer la planète, c'est la totalité des gaz à effet de serre. Hein. Donc, il faut bien s'attaquer à l'ensemble des gaz à effet de serre. C'est très important, vous allez le voir par la suite. Hein. Bon. Donc, pour stabiliser ce stock, il y a deux grandes jambes dans les transformations qu'il va falloir opérer dans la société. La première jambe, elle est ultra connue. 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre résultent de l'utilisation de 3 produits. Le pétrole, le charbon et le gaz. C'est du carbone fossilisé, donc c'est du carbone qui a été vivant il y a des centaines de millions d'années, qui s'est transformé progressivement dans des concentrés incroyables d'énergie que nous relâchons très vite parce que nous utilisons ces 3 sources d'énergie pour à peu près 80% de nos besoins dans le monde. Donc il n'y a pas de marche possible, envisageable, vers la neutralité climat sans une révolution énergétique tout à fait majeure qui va consister à sortir ces 3 produits, charbon, pétrole, gaz, du système énergétique mondial. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Un peu improprement, parce que des transitions énergétiques, on n'arrête pas d'en vivre depuis un siècle et demi.
Mais cette transition énergétique qui est devant nous, elle a un caractère tout à fait nouveau. C'est que depuis un siècle et demi, on a des transitions énergétiques par empilement des sources. En 1850, on utilisait principalement de la biomasse. On a mis le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse. On a rajouté le pétrole, on a conservé le charbon. On a rajouté le gaz, on n'a pas enlevé le pétrole, etc. Donc on est dans une logique de l'empilement, une logique additive. Si on reste dans cette logique additive, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme énergie renouvelable, de l'hydrogène, du nucléaire, vous n'allez pas baisser les émissions. Il faut passer à une logique de substitution. Et donc, cette logique de substitution, sur le plan économique, elle est très claire. Il va falloir organiser ce que j'appelle une économie de rationnement des énergies fossiles. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des cartes de rationnement, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une logique économique qui fasse sortir 3 produits le plus rapidement du système énergétique. Il va donc falloir à la fois investir et désinvestir. Un rythme très rapide, puisque le 6e rapport du GIEC nous rappelle que le budget carbone global, pour arriver à 1,5 degré, on le brûle en 9 ans au niveau des émissions de 2019. Si on veut arriver à 2 degrés, on a un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup, à peine plus de 20 ans. Vous voyez, bon. Donc ce basculement vers une logique de substitution, elle va impliquer la mise en place d'instruments économiques et d'une économie que j'appelle une économie de rationnement, dans laquelle il va falloir sortir trois produits du système énergétique. Et on va voir que ça va poser des sacrés problèmes d'équité. Parce que si on rationne en enlevant à ceux qui n'ont déjà pas beaucoup, vous voyez. Et puis, on peut aller plus loin que ça. Si on regarde l'histoire du système de l'énergie, on voit bien que pendant très longtemps, on a rationné toute une partie du monde qui n'avait pas accès à l'énergie. Encore une partie du reste. Bon. Donc, cette question est importante. La deuxième jambe. Alors, pour terminer, vous voyez bien que cette première jambe, si on ne l'entreprend pas au rythme qui convient, on n'a aucune chance d'arriver à la neutralité climat. Mais c'est une condition suffisante. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante, comme disent les logiciens. La deuxième condition, pour arriver à la neutralité carbone, c'est qu'il faut traiter aussi la question des puits de carbone. Et puis, il faut aussi traiter la question du carbone vivant. Pas le carbone qui est sous nos pieds, fossilisé depuis des millions d'années, mais le carbone que travaille l'agriculture, que travaillent les forestiers. Si je fais une petite arithmétique de base, les 3 fossiles, ça fait 70% des émissions mondiales. J'ajoute les émissions qui sont liées aujourd'hui à la déforestation tropicale, plus les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont liées à des procédés agricoles, donc c'est des émissions de process. Vous voyez bien la différence, ce n'est pas les émissions qui sont générées par les agriculteurs dans leur utilisation de l'énergie. Celles-là, je les comptais dans les émissions énergétiques. Ce sont des émissions de process qui viennent du fait que, en gros, pour faire de la riziculture irriguée, eh bien, on irrigue, on inonde les rizières et le méthane s'en va. Quand on fait de l'élevage de ruminants, c'est pas qu'on inonde, mais la panse des animaux ruminants fait la même chose, c'est des usines à méthane. Quand on met des engrais, etc. Bon, donc, agriculture plus déforestation, plus usage des sols, c'est de 15 à 20% des émissions mondiales. 15 à 20%. Je ne vous dis pas 15 à 20% parce que je ne connais pas le chiffre exact, c'est parce que ça dépend de la façon dont on compte les puits de carbone. Ce qu'on appelle, nous autres économistes du climat, les puits de carbone, c'est tout ce qui permet de capter et de stocker le carbone atmosphérique. Donc tout ce volet que j'appelle agroécologie, carbone vivant, tout ce qui est lié à l'agriculture et la forêt, c'est de 15 à 20% des émissions globales. Il n'y a pas de neutralité climat si on ne s'attaque pas sérieusement et durablement à ces émissions. Et en plus, le 6e rapport du GIEC nous dit que les puits de carbone naturels, l'océan et principalement la forêt, il n'y a pas que la forêt, il y a les sols aussi qui sont importants, risquent de perdre une petite partie de leur capacité à stocker le carbone demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un affaiblissement de la biodiversité. Oui. Donc ce deuxième volet, agriculture, forêt, océan, c'est véritablement un enjeu qui rattache directement le climat et la biodiversité. Et là, la logique économique de la transformation qu'il faut faire,
c'est plus la même. C'est plus une logique de rationnement, c'est une logique de réinvestissement dans la diversité du vivant. Hein? C'est une logique de bioéconomie. Là où on détruit de la biodiversité en déforestant, il faut remettre de la biodiversité. Là où on a adopté des pratiques agricoles qui sont déprédatrices de la biodiversité, qui consistent à substituer à des fonctions naturelles des systèmes souvent à base de chimie qui détruisent ce milieu naturel, il faut réintroduire de la biodiversité en jouant quoi? En jouant sur les complémentarités du capital naturel. Je ne rentre pas dans le détail, je peux faire un cours d'agronomie, hein, en jouant sur l'utilisation des cycles biologiques. C'est ça l'agroécologie, hein, c'est beaucoup plus qu'un label bio, hein, sur un produit qui est parfois fourni du reste avec des matières dont on peut discuter si ça mérite le bio. Bon, voilà. Donc ça, cette deuxième révolution, elle est importante. Et vous voyez qu'on a d'un côté sur l'énergie une logique de rationnement, de l'autre côté, une logique de réinvestissement dans l'abondance, hein, donc rareté et abondance. Et les deux volets ne sont pas indépendants. Parce qu'évidemment, on peut produire, et on produit beaucoup d'énergie à partir du milieu naturel, à partir de la biomasse. Et vous voyez bien que si on reste dans cette simplification que j'évoquais tout à l'heure, où on ne considère la nature que comme un stock qui peut nous fournir des matières premières, eh ben on va surexploiter le milieu naturel pour soutirer beaucoup trop d'énergie en substitut des énergies fossiles. Donc ce qu'on va apparemment gagner d'un côté en développant des biomachins, je ne dis pas qu'il faut perdre de bio, entendez-moi, mais je dis qu'il faut veiller à trouver effectivement un équilibre, hein, entre les deux genres. Donc je vous propose maintenant d'aller un tout petit peu plus en avant sur chacune de ces deux jambes. Et vous allez voir que dès qu'on va un peu plus en avant sur chacune de ces deux jambes, on va rencontrer des problèmes d'équité. Et il l'a rappelé, j'ai oublié son prénom, le présentateur, Yann, hein, tu t'appelles, hein, je crois. Yann, tout à l'heure, l'a rappelé. Hein. Moi, j'ai été amené à intervenir un certain nombre de fois. Parce que moi, j'ai toujours fait économiste avec une partie académique, une partie pratique. Hein. Dans mes travaux pratiques, j'ai fait la taxe carbone. Bon, les travaux pratiques un peu hard quand même. Donc, quand on met la main à la pâte, on voit tout de suite, hein, la question de la taxe carbone, c'est un problème d'équité. Soit vous faites une taxe carbone et vous ne regardez pas les effets distributifs, soit vous faites une taxe carbone et vous regardez les effets distributifs, vous allez voir que, aussi bien au plan national qu'au plan international, c'est complètement différent les implications. Alors, la transition énergétique, j'avais noté de ne pas oublier un truc, oui. Premier truc, vous voyez bien qu'on est dans une phase d'accélération. Tout à l'heure, sur cette table-là, hein, vous aviez le représentant du MEDEF qui vous disait de toute façon, j'ai plus le choix. Maintenant, si on n'y va pas, on a peur d'être sorti. Bon, on est vraiment dans un tournant sur la transition énergétique. Hein. À mes yeux, il n'y a aucun doute. Si vous la messe est dite, hein, la question, c'est à quel rythme on va y aller, comment on va y aller, mais c'est sûr qu'on y va. Hein. Bon. Et qu'est-ce qui est, pour moi, qui est la principale différence, je vais vous dire. Quand j'ai commencé mon cours d'économie du climat en 2004, quand on installait un panneau photovoltaïque sur un toit à Hambourg, il fallait une subvention qui représentait 1 500 € la tonne de CO2, hein, comme modèle économique. Aujourd'hui, le photovoltaïque devient de plus en plus la solution la moins coûteuse pour fabriquer de l'électricité. Pareil pour l'éolien offshore, bientôt pareil pour l'éolien offshore. Bon. La baisse du coût, il y a une baisse des coûts historiques entre 2000 et 2020 qui fait que, à la production, ce qu'on appelle les nouveaux renouvelables, qui, par parenthèse, ont tous été développés, déployés à l'état de prototype à la fin du 19e siècle. Hein. Le premier panneau photovoltaïque sur un toit à Manhattan, 1888. La première éolienne qui remplit des batteries, 1884. La pile à combustible, 1840. Vous voyez, bon. Toutes ces technologies-là, qu'on appelle nouvelles, en fait, elles sont déjà dans les tiroirs, mais on n'arrive jamais à les déployer à l'échelle. Pourquoi ? Chaque fois, c'est les fossiles qui vont rafler la mise parce qu'ils vont faire moins cher. Alors des fois, ils ont fait du sacré verrouillage technologique pour l'obtenir, mais c'est l'histoire. Hein. Bon. Là, c'est en train de basculer. Niveau des coûts à la production sur les renouvelables.
Deuxième révolution sur les coûts, la baisse du stockage. Je ne m'étends pas. Si vous regardez le coût des batteries, ça baisse à peu près à un rythme, pas tout à fait le panneau, le module photovoltaïque, mais pas loin. Bon. C'est pour ça qu'on commence à faire circuler des trucs qui bougent avec des batteries. Et puis la troisième révolution, qui est aussi très importante, c'est la baisse du coût de la gestion intelligente des réseaux énergétiques grâce au IT. Donc cette conjonction de ces trois faits fait que de plus en plus, ces sources qu'on appelle des nouveaux renouvelables vont pouvoir se déployer à l'échelle. Bon. Et donc la bascule va effectivement s'amplifier. Deuxième point, si on veut être dans les temps, si on veut le faire suffisamment rapidement, eh bien, il ne faut pas laisser jouer spontanément les règles du marché, parce que ça va prendre beaucoup de temps chez nous, et encore beaucoup plus de temps en Asie. Parce qu'aujourd'hui, 70% de la question, elle est asiatique quand même. Bon. Donc, il faut forcer, il faut accélérer cette transition. Et comment est-ce qu'on accélère cette transition ? Il faut trouver les moyens de rationner les fossiles, de sortir du capital fossile. La transition énergétique, c'est un double mouvement. C'est un mouvement d'investissement et de désinvestissement. Le désinvestissement des fossiles, alors il y a des volets extrêmement matériels, apparents, évidents. C'est les désinvestissements dans la production d'énergie. L'AIE vient de rendre un rapport au printemps. Si vous voulez atteindre neutralité juste carbone sur le CO2 énergétique, si vous continuez à investir dans les fossiles, ça ne marche pas. Et puis, vous avez les banques centrales, la Banque de France, la Banque européenne, qui commencent à dire, attendez, là, mais si on veut aller à la neutralité carbone, il y a une partie des actifs qu'on a, on ne va pas pouvoir les faire vivre longtemps. Donc, il va falloir désinvestir. Donc, ça, c'est véritablement un point très important sur le plan économique. Une transition énergétique par substitution. C'est une transition dans laquelle il faut à la fois investir et désinvestir. Alors que jusqu'à présent, les transitions énergétiques, on investissait, mais on ne désinvestissait pas. Est-ce que ce double mouvement, comment est-ce qu'on peut l'organiser ? Je ne rentre pas dans les détails. Mais en gros, il faut des interventions publiques, soit par des réglementations, soit par des rationnements explicites, soit par des instruments plus économiques qui sont renchérir le coût des énergies fossiles. Personnellement, je reste convaincu que dans le mode de fonctionnement de nos sociétés, la façon la plus rapide d'accélérer cette économie de rationnement, c'est effectivement de renchérir le coût des énergies fossiles par des mécanismes soit de taxes, soit de quotas cessibles. Alors, se pose tout de suite la question de l'équité. Mais la question de l'équité, je voudrais dire que beaucoup de règles administratives, beaucoup de schémas d'aide aux énergies renouvelables, beaucoup de schémas d'aide à l'efficacité énergétique font en réalité de l'anti-redistribution lorsqu'on regarde de près. Lorsqu'on subventionne les éoliennes avec un prix garanti et qu'ensuite la subvention on la paye dans la facture d'électricité, eh bien le gars qui est en HLM, il paye dans sa facture d'électricité le cadre qui investit dans son photovoltaïque. Pareil pour beaucoup de subventions. Bon, donc il n'y a pas que le prix du carbone qui peut être anti-redistributif. Beaucoup de nos modes de soutien de la transition, en réalité, ont un volet anti-redistributif, mais on ne regarde pas trop, parce que c'est au nom de la transition énergétique, et je pense qu'on a tort. Et quand on fait une taxe carbone, ça apparaît plus. La raison est assez simple. Les riches émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres. Mais en proportion de leurs revenus, les pauvres payent beaucoup plus leur énergie que les riches. Le poids dans le budget est beaucoup plus élevé dans les bas revenus. Donc si vous voulez faire, et ça c'est vrai à l'intérieur d'un pays, c'est vrai, bon, j'ai tous les chiffres sur la France, donc si vous voulez faire de la transition juste, il faut redistribuer massivement vers les bas revenus. Et donc je pense que cette tarification, effectivement, redistributive, reste une des armes privilégiées pour accélérer la transition, même si j'ai bien conscience que dans le débat politique français aujourd'hui, c'est une
question à peu près totalement occultée, sauf peut-être l'une des deux candidates au deuxième tour de l'élection. Bon. La question redistributive, c'est la même sur le plan international. Si vous mettez en place une tarification carbone internationale et que vous la redistribuez par capita, quels sont les pays qui gagnent le plus? L'Afrique au sud du Sahara, l'Inde. Donc, vous voyez que cet instrument économique, il est plein de potentiel si on est capable de l'accompagner par des volets redistributifs. Pour ma part, j'attends fortement de la COP de Glasgow et des COP suivantes qu'on puisse mettre en place de tels outils d'accélération de cette transition énergétique. Dernier point, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la croissance? Alors moi, j'adopte par rapport à la croissance. Je trouve que le débat sur pro-croissance et anti-croissance est parfaitement stérile. Je pense que tout dépend des circonstances. Quand vous faites à la fois de l'investissement et des investissements, vous n'avez pas besoin de faire une thèse d'économie pour comprendre que l'investissement, il est favorable à la croissance, le désinvestissement, il est défavorable à la croissance. Bon. Si vous êtes dans un pays qui a une économie totalement dépendante des fossiles, c'est défavorable à la croissance. C'est pour ça qu'une grande partie des pays pétroliers et charbonniers sont très hostiles dans les négociations internationales et il faut trouver des modes de les réintroduire dans la négociation internationale. Ceci dit, si vous améliorez la redistribution interne, parce qu'en général c'est des pays où une grande partie de la rente énergétique est captée par une minorité, là vous pouvez à la fois avoir une baisse du niveau de vie moyen et une amélioration de la qualité de la vie. Dans les pays comme les nôtres, vous voyez bien que nous, on a une partie plus modeste du capital qui est immobilisé dans de l'offre énergétique, mais une grande partie de notre capital, notamment industriel, en équipement, il est lié à l'usage des énergies fossiles. On voit bien dans la voiture en ce moment. Quand vous basculez vers de l'électricité, vous êtes obligé de changer complètement les industries automobiles. Donc il y a une grande partie de notre capital aussi qu'il va falloir désinvestir. Bon. Moi, je pense que quand on parle du coût de la transition énergétique, on oublie ce coût du désinvestissement, ce coût des restructurations. C'est celui dont il parlait tout à l'heure avec les syndicats, vous voyez. C'est pas que sur le marché financier, transférer des actifs financiers, bon, ça se fait, hein. C'est les impacts sur le marché du travail qui sont les plus importants. Et là, vraiment, je pense que ce qui est ce qui n'est pas correctement anticipé dans les coûts de la transition énergétique, c'est tous ces coûts de restructuration, etc. Donc je dirais que sur le plan du lien entre transition énergétique et croissance, tout dépend un peu de l'habileté qu'on aura à anticiper et à transférer du capital matériel, du capital humain, du capital financier. Mais en tout cas, je ne crois absolument pas au slogan qui vous projette une croissance verte. Voyez, bon, bref. Le deuxième volet, on va revenir quand même maintenant sur l'autre question, abondance, rareté, équité, le carbone vivant. Il me reste 5 minutes, hein, c'est terrible parce que le carbone vivant, il est toujours à la fin, donc il a moins de temps. Bon, 3 points. Le premier point, on ne peut pas traiter le carbone vivant à partir du prix du CO2. Ça ne marche pas, c'est même très dangereux. Parce que le prix du CO2, hein, il nous marque uniquement l'externalité, le coût pour le changement climatique lié aux énergies fossiles. Bon. Et si vous traitez la forêt équatoriale ou les questions agricoles à partir de ce prix du CO2 énergétique, vous allez revenir à cette première représentation dont je parlais tout à l'heure du milieu naturel comme un stock dans lequel vous pouvez aller tout puiser. Vous allez oublier que le milieu naturel, c'est une fonction régulatrice. Il y a le climat, mais il y a aussi la biodiversité qui est absolument indispensable au renouvellement de la vie. Et donc, si vous n'avez que le prix du CO2 en tête, vous allez faire du biocarburant, par exemple, en détruisant la forêt amazonienne, etc. Deuxième point, la question de la diversité du vivant et du carbone vivant concerne au premier chef l'agriculture. L'agriculture est le levier principal. Pourquoi ? Parce que toujours, depuis le Moyen-Âge, et c'est encore vrai aujourd'hui dans les massifs tropicaux, la première cause de la déforestation tropicale aujourd'hui, mais comme de la déforestation hier, c'est l'expansion des usages agricoles. Et donc, si vous voulez arrêter la déforestation en Amazonie, il ne faut pas mettre des gardes forestiers, il ne faut pas faire des grandes déclarations conservationnistes, il faut trouver des alternatives agricoles qui protègent les fronts de déforestation. Et c'est compliqué, croyez-moi. Moi, j'ai dirigé 3 thèses sur du terrain en Amazonie. Tant qu'on n'a pas trouvé des systèmes durables d'agriculture
souvent d'agroforesterie, qui vont se baser sur la richesse des combinaisons possibles de capital naturel, des cycles biologiques. On continuera à déforester. Donc l'agriculture est vraiment le maillon principal. Bon. Aujourd'hui, on commence un tout petit peu à se rendre compte. Quelque part, le mouvement bio, qui est très loin quand même de ce qu'il faudrait faire, mais le mouvement bio en est un peu représentatif. Mais en Europe, pour faire simple et rapide, hein, je n'ai pas le temps de dire tout ce que je voulais dire. Oui, si, quand même un point. Ça rejoint la question de la sécurité alimentaire mondiale. Donc, entendons-nous bien. Pour faire de l'agriculture, effectivement, de l'agroécologie, mais de l'agroécologie intensive à l'hectare. Parce que si vous désintensifiez à l'hectare, vous n'allez jamais nourrir 8 milliards d'habitants sur la planète. Hein. Ce point est très important. Très souvent, les gens qui ne connaissent pas du tout la question disent mais on va désintensifier l'agriculture. Ok, bon, mais comment on va nourrir les gens, hein, bon. Alors, sans rentrer dans les détails, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'innovations qui apparaissent de façon assez... Ce qui manque, c'est le passage à l'échelle. Vous voyez, sur le carbone mort, sur le carbone fossile, on a vu les systèmes de passage à l'échelle, on a vu un peu le système avec 3 produits qu'il faut sortir. Là, le passage à l'échelle est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sur le vivant. Et le vivant, c'est l'incroyable chaîne d'interaction entre les différents éléments du vivant, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, hein, tous les microbes dont on a besoin, y compris dans les sols, les bactéries, etc. Bon, donc, c'est très compliqué. Et des expériences locales, souvent, c'est difficile de passer à l'échelle. Et on n'a pas cette facilité qu'on a sur le fossile. On a 3 produits et un équivalent CO2. Là, c'est beaucoup plus compliqué, les interactions sur le vivant, voyez-vous. Donc je crois que les 2 grands enjeux sur le plan européen, c'est évidemment la réforme de la PAC. Pourquoi ? Parce que la PAC a été un formidable développement de l'agriculture qu'on connaît, en bougeant les prix. En bougeant les prix. Moi, je crois que les prix sont importants dans l'économie. Vous voyez, bon, on a garanti, les agriculteurs... Et là, moi, j'attends beaucoup de la réforme de la PAC. Malheureusement, elle ne va pas le faire très imparfaitement, que la PAC réintroduise de nouvelles valeurs auprès des agriculteurs, qui valorisent quoi ? Qui valorisent les services écosystémiques. Et ça, on ne peut pas le faire uniquement à partir du prix du CO2. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Les économistes rament comme des malades, et c'est vrai qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Puis le deuxième volet, ayez bien en tête, c'est le problème de l'équilibre entre l'animal et le végétal. Équilibre, je dis bien entre l'animal, je ne dis pas entre viande, hein, parce qu'il y a des raccourcis faciles à faire hein, lorsque on est dans le 5e arrondissement, plus difficile quand on est sur l'exploitation agricole, hein, c'est de dire par exemple, on mange plus de viande mais on continue à consommer du lait. Vous voyez, bon, des conneries, c'est le même animal hein, qui fournit les deux. Donc, si vous avez l'un, vous avez l'autre. Hein. Ou alors vous mettez la viande à la décharge. Hein, mais enfin, bon, c'est bon. Ce lien entre l'animal et le végétal, si vous regardez l'histoire des systèmes agricoles dans le monde, hein, depuis que l'agriculture existe, les grandes révolutions agricoles, ça a toujours été des changements du rapport entre l'animal et le végétal, la résorption des jachères, etc. Bon. L'élevage intensif tel qu'on l'a développé, notamment en France. Bon, bref. Donc moi, je crois qu'un des facteurs très importants dans le passage à l'échelle sur l'agroécologie, c'est de reconcevoir, redimensionner ce rapport entre l'animal et le végétal dans nos assiettes, évidemment, et la sobriété énergétique a son pendant sur la sobriété alimentaire. Ça ne veut pas dire manger moins, on peut manger un peu moins, c'est vrai que les gens mangent trop, surtout qu'en général ils ne font pas assez d'efforts. Bon, le mieux, ça serait qu'ils commencent par faire plus d'efforts, si vous voulez. Mais bon, ils peuvent manger un peu, mais là on ne va pas gagner beaucoup. Hein. Bon. Par contre, si vous réduisez la part des animaux dans l'assiette, là vous allez gagner beaucoup. Hein. Parce que pour produire, en gros, 10 calories, pour une calorie de viande, par exemple, de ruminants, c'est quand même 10 calories végétales primaires. Donc si vous allez directement à la vous avez des rapports. Bon. Donc c'est comment est-ce qu'on va reconfigurer ce rapport entre l'animal et le végétal dans les assiettes, mais beaucoup plus important dans les systèmes agricoles.
et dans les spécialisations agricoles. Vous voyez qu'on a des spécialisations agricoles en Europe qui sont complètement aberrantes, avec d'un côté je fais des productions animales, de l'autre côté... Bon. Donc, et ça, c'est, je pense, une grande révolution agricole devant, mais je n'ai pas trop le temps de développer. Le dernier point, et j'en ferai la conclusion, sinon je vais me faire assassiner par Yann, qui va regretter une fois de plus d'avoir invité un universitaire trop bavard, mais je le dis quand même, cette question du carbone vivant et de la biodiversité pose une question assez majeure, qui est celle du caractère invasif d'une espèce qui s'appelle l'espèce sapiens, qui est la nôtre, qui avons colonisé le monde entier, qui avons domestiqué des tas d'autres espèces pour notre propre usage, qui occupons un espace toujours croissant. Et donc, s'occuper de la deuxième jambe, c'est évidemment indispensable pour arriver à la neutralité carbone, mais ça nous pose aussi des questions qui nous dépassent un peu, nous autres petits économistes. Ça nous pose la question de est-ce qu'il faut rationner l'espace cette espèce proliférante, sapiens, a développé pour son propre usage, soit direct, soit indirectement, via les animaux qu'elle a colonisés. Puis il y a évidemment la question du nombre. Notre espèce est passée en nombre d'unités de à peu près 1 milliard au début du 19e siècle, de 8 milliards. Bon, donc moi, je n'ai aucun doute là-dessus qu'il ne faut pas rationner les hommes, pas faire des politiques de rationnement direct, mais il faut accélérer la redistribution des richesses. Comme je vous disais tout à l'heure sur la partie énergie, vous voyez bien que la redistribution des richesses est la clé de l'accélération de la transition énergétique via, à mes yeux, le meilleur outil, la tarification carbone redistributive, mais c'est pareil pour le carbone vivant et la transition démographique, qui est une composante qui est derrière la transition écologique. La meilleure façon d'accélérer la transition démographique vers des régimes stationnaires, voire déclinants de population, c'est d'accélérer la redistribution de richesses en massivement et de façon accélérée, vous connaissez l'histoire, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'éducation des femmes, etc., etc. Voilà. Donc j'étais ravi de passer ce moment d'échange avec vous, qui pour l'instant a été un échange purement unidirectionnel, et nous consacrons, on a le temps encore 10 minutes, à un échange bidirectionnel. Je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christian pour ce passionnant exposé. On n'est pas en avance, donc on va prendre 2 questions s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les prendre les 2 d'affilée? Et vous aurez une petite dizaine de minutes pour y répondre. Merci beaucoup. Bonjour, Mathieu, ancien élève. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Oh, c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais en master développement durable à HEC. Alors, d'abord, une bonne nouvelle sur l'intensité agricole à l'hectare. On peut fortement la diminuer. Vous avez vu le rapport du WWF calculant qu'on gaspille 40% de la nourriture produite. Mais ma question porte plutôt sur votre domaine de prédilection, en tout cas à l'époque, le marché carbone. Lorsque j'ai suivi vos cours en 2007, celui-ci sortait à peine de vos analyses. Et depuis, il a subi à la fois les heurts d'une allocation gratuite qui ont rendu le mécanisme plutôt inefficace et l'humiliation d'une fraude à la TVA qui a coûté 6 milliards d'euros. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives que vous voyez à ce marché en termes d'extension à la fois géographique et sectorielle, et en termes d'efficacité pour réguler l'industrie sur les émissions de CO2? J'aurais oublié la première question au moment de répondre à la seconde. Bon, je vois que les anciens étudiants n'ont rien perdu de leur pertinence, voire de leur impertinence même. Bon, et c'est très bien. Le 40%, bien évidemment, il faut réduire les gaspillages alimentaires.
réduire le taux de perte des produits agricoles, c'est quand même pas simple. Hein. Et il y aura toujours des taux de perte de produits agricoles. Bon, ça suffira pas, c'est pas à l'échelle. Donc ça, c'est un truc, si vous voulez. Vous avez raison de dire qu'il faut réduire le gaspillage alimentaire. C'est pas la solution. Oui. Et je pense que c'est très dangereux de mettre un peu des bons. Voilà. Bon. Alors, sur le marché carbone, la fraude à la TVA n'était pas une fraude au carbone, c'est une fraude à la TVA qui existe dans d'autres trucs. Elle est réglée puisque maintenant on ne paye plus la TVA sur les quotas de CO2, donc il n'y a plus de fraude à la TVA. Il n'y a plus de recettes TVA non plus. Bon. Le deuxième point, où on en est sur le marché carbone, là il faut que je réponde en 2 minutes, sinon c'est pas possible. Donc je peux répondre soit en 2 minutes, soit en 2 heures, donc on va choisir 2 minutes, surtout que j'ai un train. Il y a une réforme très importante dans le cadre du FIT, du moins 55%, ce qu'on appelle le FIT 55. La suppression des allocations gratuites est en visée grâce au mécanisme d'ajustement aux frontières. Je ne rentre pas dans les détails, c'est horriblement compliqué. Je pense que la Commission va arriver à éviter les bourdes principales, en partie parce que j'ai fait un séminaire avec eux là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à éviter toutes les choses trappes. Pour votre information, vous connaissez le prix du CO2 ou pas ? Voilà, bon, vous voyez, les anciens étudiants quand même savent ce qu'ils vont regarder. Hein. Le prix du CO2 était à 25 € la tonne de CO2 avant l'annonce du passage à moins 55%. On est passé à 60%. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a un autre projet d'élargissement de ce marché. Donc, pour faire simple et sans rentrer dans les détails, je suis dans une situation où je considère qu'aujourd'hui, en France, le débat sur la taxe carbone est enterré. Depuis la fin de la première année du mandat de l'actuel président de la République, il reste enterré. Je pense que c'est très dommageable qu'on ne puisse pas avoir ce débat, parce que c'est un vrai débat. En revanche, ça s'accélère au niveau européen et ça s'accélère dans le bon sens. Une deuxième question. Non, il n'y en a pas 2, il y en a 5. Posez-les toutes, et puis comme ça. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on nous a présenté le plan de transformation de l'économie française, qui est un plan largement conçu par des ingénieurs et on pensait avec un mode de pensée ingénieur. Donc, quand on imagine l'implémentation de ce plan, moi, je vois un président tout-puissant qui va dire « toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu fais ça, etc. » J'aimerais bien avoir la vision d'un économiste là-dessus, parce qu'il me semble qu'il manque l'aspect économiste dans ce plan. Oui, bonjour. Je travaille chez Framatome. Aujourd'hui, la première cause d'émission de CO2, c'est quand même la production d'électricité. C'est 40% des émissions de CO2. Je me pose la question de la pertinence de la politique qui est aujourd'hui de construire des renouvelables, c'est-à-dire solaires et éoliennes, dans la mesure où, parallèlement, pour pallier au coût du stockage qui est élevé, on va probablement ouvrir 20 centrales à gaz en France. Donc je trouve ça dommage. À un moment, on a besoin justement d'arrêter de construire du fossile. Pour moi, indépendamment de tout parti pris pro ou anti-nucléaire, je pense que la baisse des coûts est historique sur tout ce qui concerne le renouvelable, le stockage, etc. Et que le nucléaire est dans l'état des fossiles avec des coûts qui ne sont pas compétitifs sur les nouvelles installations. Sur votre question, on peut en discuter de façon plus conviviale, si vous voulez. Pour moi, c'est ça mais moi, c'est ce que je vous dis. Alors, mais y compris le coût du stockage qui est en chute. Oui. Alors, ensuite, sur votre vision sur le plan de transformation, je ne connais pas votre plan de transformation. Donc, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Je connais assez bien Jean-Marc, par ailleurs. Bon, je trouve que effectivement, il y a une tentation assez forte en ce moment dans une partie des gens qui réfléchissent sérieusement à l'avenir et aux contraintes écologiques. Il y a une tendance un peu de se dire qu'on est capable de définir les solutions en chambre et puis qu'ensuite elles vont se décliner et on ne sait pas très bien d'où ça part, par quels signaux ça se transmet, etc. Bon, moi, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est que
on est rentré dans une transition, on y est, hein, sur le volet énergétique, on y est, sur l'agroécologie, c'est plus discutable, mais on y est. On ne sait pas très bien, la part qu'aura le nucléaire, on sait pas très bien, mais on est rentré dans ce truc-là, et donc il faut trouver les bonnes incitations, les bons accompagnements. Pour moi, si on reste à l'échelle nationale, je crois que votre plan est national, il n'est pas international, à l'échelle nationale, la question de l'équité me paraît absolument essentielle. On a raté la taxe. Moi, quand j'ai proposé au pouvoir public la taxe carbone, je dis vous distribuez un tiers du produit de la taxe aux 4 déciles les plus bas revenus. Ils m'ont dit oui, monsieur, on va le faire, on ne l'a jamais fait. Pas s'étonner après si on se tape les gilets jaunes, hein, si vous voulez. Bon. Donc je pense que les questions d'équité sont absolument essentielles. Je pense que la vérité, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quels seront les modèles économiques qui vont le plus se développer des autres. On sait par contre que quelles que soient les options qui vont se développer, il va falloir opérer des restructurations massives. On n'est pas suffisamment préparé sur ces restructurations. Quand on demande, je ne sais pas comment vous traitez la question dans vos documents, mais quand on vous pose la question, c'est quoi le coût de la transition énergétique ? Ben, on ne met pas les coûts de restructuration, on ne met pas les coûts du désinvestissement. On dit, voilà, ça va coûter 8 milliards de faire, je ne sais pas, le plan hydrogène. Mais ce n'est pas du tout ça le vrai coût de la transition énergétique. Si c'était que ça, nos sociétés savent parfaitement investir. On est sur un système capitaliste qui n'arrête pas d'investir. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est les coûts de restructuration. Et ça, je trouve que ça renvoie effectivement aux limites du modèle. Oui. Mais non, je ne me trompe pas, si vous voulez. Mais écoutez, on va pas faire un débat. Il y a toujours... On va pas faire le débat, si vous voulez bien, devant tout le monde. Hein. Merci. Voilà. Bon, j'étais ravi. Je crois qu'il faut qu'on arrête là. Bon, je suis désolé de terminer sur cette note relativement conflictuelle. Hein. Mais bon, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais rentrer quand même tout à fait serein. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Hein. Si vous voulez compléter vos connaissances, permettez-moi quand même juste de dire encore un mot, si vous voulez bien. Hein. Voilà. J'ai ouvert un site qui s'appelle christiandepertuis.fr. Donc, vous trouvez des tas de compléments d'informations sur ce site. N'hésitez pas à venir le visiter. Et bon vent à tous les shifters, quelle que soit leur opinion sur le nucléaire.